Il a couru des ultramarathons avec des fractures de fatigue multiples. Il a survécu à l'épuisement total de la fameuse école des Rangers. Et bien sûr, il a intégré l'élite absolue des Navy Seals. Ouais, ce qui est déjà, en soi, un exploit monumental. Exactement. Et tout ça, comme on va le voir aujourd'hui, en opérant avec un trou massif et bien réel dans son cœur. C'est fou quand on y pense. C'est complètement fou, oui. Pour notre exploration d'aujourd'hui, on a rassemblé pas mal de sources fascinantes, des récits biographiques, de la psychologie comportementale et même des rapports médicaux hyper précis. Et le but de notre analyse aujourd'hui, c'est pas juste de comprendre comment on devient un guerrier d'élite. Non, voilà, on va s'attaquer à une question beaucoup plus déroutante, je dirais. Que se passe-t-il dans la tête de quelqu'un après avoir accompli l'impossible? Ah, ça, c'est la vraie question. Comment on gère la psychologie du succès quand l'ennemi, c'est plus la montagne ou le froid, mais juste le confort? En fait, c'est le paradoxe ultime de l'accomplissement extrême. Logiquement, on se dit que la souffrance s'arrête une fois qu'on est au sommet, non? C'est ce qu'on espère tous, oui? Sauf que les documents qu'on décortique aujourd'hui montrent l'inverse. Pour maintenir ce niveau d'excellence, la lutte contre le confort ne doit littéralement jamais s'arrêter. Jamais. Parce que notre cerveau a cette mécanique redoutable. Dès qu'une grande victoire est acquise, l'instinct de survie prend le volant et réclame du repos. Et aujourd'hui, on va vraiment décortiquer comment empêcher cette espèce d'évaporation silencieuse de la grandeur. Et pour bien visualiser ce piège, il faut s'arrêter sur un moment précis. C'est juste après qu'il ait enfin validé sa formation de SEAL. Le moment de l'évaluation, c'est ça? Ouais, la toute première évaluation officielle. Le commandant qui lui fait passer l'entretien, c'est pas un gratte-papier, c'est un gars hyper respecté, diplômé de Cambridge, qui part pour le DVGRU, donc vraiment l'élite de l'élite. Le cercle très très fermé. C'est ça. Sur le papier, le dossier de notre protagoniste est parfait. Mais à la fin, ce commandant lui donne un conseil, franchement inattendu. Il lui dit en gros de se détendre, de traîner plus avec les gars, d'aller boire des bières au bar le soir. De s'intégrer, quoi. Voilà, de rejoindre la fraternité. Alors que du point de vue d'un manager ou d'un militaire classique, c'est super logique comme conseil. Dans les forces spéciales, le lien social, c'est ce qui te maintient en vie. Tu confies ta vie au gars d'à côté. Exactement. Mais pour lui, ce conseil s'est perçu comme une agression. Ça révèle vraiment une fracture énorme dans sa vision de ce que doit être l'élite. Ouais, il le prend hyper mal. Pour lui, cette intégration sociale, c'est juste un nivellement par le bas. Il regarde autour de lui et il voit que beaucoup de SEALs, une fois qu'ils ont le fameux écusson sur l'épaule, Dirait lâche la pression. totalement. L'objectif de leur vie est coché, et d'un coup, l'entraînement devient moins intense, et ils refusent ça en bloc. C'est là qu'y sort cette expression que j'adore, le SEAL vanille. Ah oui, le cil parfum vanille, c'est tellement parlant. C'est le soldat standard, quoi, celui qui vit sur ses acquis. Du coup, sa méthode à lui pour pas devenir vanille, c'est brutal. Il remet le compteur mental à zéro tous les matins. Pour lui, c'est toujours le jour 1, la semaine 1. Et c'est important de souligner que ce syndrome du cil vanille, c'est pas un manque de volonté, c'est purement biologique. Attends, biologique On parle de force spéciale, pas d'homme de Néandertal. Et pourtant, le cerveau reste le même. C'est une machine faite pour optimiser l'énergie. Pendant des millénaires, notre survie dépendait de notre acceptation dans la tribu. D'accord, l'effet de groupe. C'est ça. Quand tu atteins le sommet d'une hiérarchie, le cerveau libère des neurotransmetteurs pour te dire que c'est bon, t'es validé socialement. C'est là que le fameux régulateur mental s'active. Le gouverneur. Ouais. Et c'est pas une métaphore, c'est neurologique. Il fait baisser le cortisol, l'adrénaline, et murmure à ton corps qu'il est temps d'économiser tes calories. Ce qui rend ce ramollissement presque inévitable si on ne fait pas attention. Pour ceux qui nous écoutent, pour bien visualiser le truc, imaginez une expédition sur l'Everest. Très bonne analogie. Tu grimpes l'Everest sans oxygène, tu luttes contre le froid, tu frôles la mort à chaque pas pour atteindre ce sommet sacré. Et quand t'arrives enfin en haut, épuisé, tu tombes sur des touristes en doudoune qui sirotent un chocolat chaud. Des touristes qui sont montés en hélicoptère. Voilà, ouais. D'un coup, le sommet perd toute sa magie, toute sa sacralité. C'est exactement le dégoût qu'il ressent. Sauf que dans une zone de guerre, ce relâchement invisible, c'est pas juste frustrant, c'est une faille tactique qui peut coûter des vies. C'est clair. Du coup, pour fuir ce confort idéalisé, il prend une décision radicale. Il part chercher la misère là où personne n'en a rien à faire de son écusson de cils. L'école des rangers de l'armée de terre. Ah oui, une formation réputée pour te priver de sommeil et de nourriture pendant des mois. Un truc de fou. Et c'est une vraie démarche pour tuer l'ego. Chez les Rangers, ton passé militaire n'existe pas. Et comme souvent, c'est la météo qui va révéler qui sont les vrais leaders. Et quelle météo! Les sources décrivent une scène incroyable.
un exercice d'orientation en haute montagne en plein hiver. La section Bravo, qui est quand même remplie de soldats durs à cuire, s'effondre totalement à cause d'une tempête de neige. Hypothermie, manque de calories, le cocktail parfait. C'est ça. Ils oublient la mission, ils se recroquevillent les uns sur les autres pour survivre, ils tremblent, ils paniquent. La défaite mentale est totale. Et c'est là qu'il redéfinit la notion d'autorité. Absolument. Il hurle pas, il donne pas d'ordre. Il prend juste les cordes, il plonge dans une rivière littéralement glacée et il la traverse. Et pas juste une fois, 6 fois d'affilée. 6 fois dans de l'eau glacée, ouais. Juste pour tracter chaque membre de son équipe et construire un pont de singe. C'est dingue. C'est un moment clé pour comprendre le leadership extrême. Il finit cette école avec 100% d'évaluation positive de ses pairs. 100%. Ce qui est statistiquement presque impossible. Exactement. Parce qu'il a prouvé que dans la douleur maximale, le leader, c'est pas celui qui gueule depuis la berge sèche. C'est celui qui absorbe volontairement la souffrance pour le groupe. Ouais, prendre sur soi le fardeau physique pour relancer la machine. Quand la peur paralyse les cerveaux, les ordres ne marchent plus. Il n'y a que l'exemple viscéral qui fonctionne. C'est magnifique sur le papier. Mais, et c'est là que les sources nous mettent face à un paradoxe massif. Un gros paradoxe, ouais. S'il a vraiment compris cette leçon sur l'altruisme, comment on explique ce qui se passe juste après? Il retourne chez les SEALs, dans une nouvelle escouade, et là, sa réputation s'effondre. Complètement. Ses collègues finissent par le surnommer David Laissez-moi seul, Goggins. Franchement, c'est le pire surnom possible pour un opérateur des forces spéciales, non? C'est clair, c'est désastreux. Comment il passe du héros qui se sacrifie dans la glace au paria asocial de son unité? Eh ben, c'est le côté obscur de la quête de l'excellence. Son esprit s'est tellement blindé, il a une telle tolérance à la misère, qu'il s'est déconnecté émotionnellement de ses coéquipiers. Il n'arrive plus à les comprendre. Voilà. Eux, ils veulent être l'élite, oui, mais avec un rythme soutenable sur le long terme. Et lui, il veut de la souffrance H24. Ça crée des frictions énormes, il s'embrouille avec sa hiérarchie, il refuse tout compromis et il finit par s'isoler avec un seul autre gars, Sledge. Le seul qui accepte de suivre ses entraînements punitifs. C'est ça. Envers les autres, il affiche un mépris presque ouvert. En fait, il utilise son statut de marginal, le fait d'être le seul avec ses standards dingues, comme un carburant pour son ego. Et c'est précisément là qu'est le piège. Le fait d'endurcir son esprit, cette callosité mentale, c'était censé être une armure contre la douleur physique. Une protection. Oui, mais ça a muté, c'est devenu une rigidité psychologique. Quand tu deviens trop cailleux mentalement, tu perds ta flexibilité. Se croire supérieur aux autres, même si t'es plus fort physiquement, ça nourrit juste ton ego. Et ça t'isole. Complètement. Le vrai marqueur de l'excellence, c'est pas de regarder les autres de haut depuis ton sommet. C'est d'avoir la force de redescendre dans la vallée pour les aider à monter sans les briser. C'est puissant ça. Cette colère qu'il a utilisée, ça a créé un isolement tactique. Et au combat, un gars isolé, même s'il fait 1000 tractions, c'est un danger. D'ailleurs, c'est un schéma qu'on voit beaucoup dans le monde civil, pas qu'à l'armée. Ah oui, partout. Le syndrome de l'expert rigide, le chirurgien ou le développeur star qui pousse ses standards tellement loin qu'il devient insupportable pour son équipe. Exactement, le gars qui s'enferme dans son bureau en disant que personne ne le comprend. Voilà, et qui devient finalement l'élément le plus toxique de la boîte. C'est le prélude parfait à la chute, cette cécité de l'ego. Vu que ça se passe mal chez les SEALs, il faut bien qu'ils trouvent un autre endroit où déverser cette énergie colossale. D'où sa recherche de défis encore plus extrêmes. La fameuse sélection pour la Delta Force ou les records du monde. Et c'est là que l'ego va le saboter en plein vol. Oh oui, l'épreuve de la Delta Force, c'est l'exemple parfait. C'est l'avant-dernier jour d'une longue marche d'orientation dans les montagnes. Il est tellement en forme par rapport aux autres qu'il se sent invulnérable. Il se prend pour un explorateur, carrément. Il dit lui-même qu'il se sentait comme Daniel Boone. Au lieu de regarder sa boussole, il se la joue détendue, il suit des lignes à haute tension pour gagner du temps, il rêve en marchant. L'arrogance totale. Et bam, l'inévitable arrive. Il se perd. Il échoue à la sélection. Pas parce qu'il a mal aux jambes, mais par pure vanité mentale. La nature pardonne pas l'excès de confiance. Quand t'es arrogant, tu te déconnectes de la réalité du terrain. Et le pire, c'est que cette spirale d'échecs s'enchaîne, et cette fois devant les caméras de télé. Il tente de battre le record du monde de traction en 24 heures, sur le plateau du Today Show, en direct. Des millions de téléspectateurs. Devant des millions de personnes, ouais. Et c'est un massacre. La friction lui arrache littéralement la peau des mains. Il abandonne. Il réessaie quelques mois plus tard, et c'est un nouvel échec physique monumental. Mais c'est là que ça devient fascinant. L'analyse de ces échecs, c'est vraiment le cœur de notre exploration. Parce que sa réaction est pas normale.
Exactement. La plupart des gens, après une humiliation à la télé nationale, ils cherchent des excuses. Le matériel était nul, les juges étaient stricts, bref. Lui, il applique le bilan tactique, l'after-action review des militaires. Attends, concrètement, comment on fait ça? Comment on passe de la honte absolue à cette froideur d'analyse? En fait, l'after-action review se base sur un principe simple. L'émotion ne sert à rien. Seule la donnée brute compte. Tu dois te poser 3 questions. Vas-y. 1. Qu'est-ce qui était censé se passer? 2. Que s'est-il réellement passé? Et 3. Quelle est la variable exacte qui explique la différence? D'accord. Si on prend les tractions, au lieu de pleurer sur la douleur, il isole les variables. C'était pas un manque d'endurance ou de force. La première variable qui a foiré, c'est la préhension. La sueur a détruit sa peau. Logique. La deuxième, c'est métabolique. Il est parti trop vite, genre 6 tractions par minute. Ça a créé une surcharge d'acide lactique et ses muscles ont paralysé. Du coup, en isolant ça, le problème devient juste une équation technique. Exactement. T'enlèves l'ego. On change la barre, on ajuste le rythme et on recommence. Et il applique cette même méthode clinique à son échec, c'est la delta force. Il comprend que la variable qui a foiré, c'est son attention, brouillée par son ego démesuré. Il traite son ego comme un bug informatique à corriger. C'est fascinant. Sauf que, en plein milieu de ce piratage mental de haut niveau, il y a un truc purement biologique qui vient tout fracasser. Un examen médical de routine révèle l'impensable. Le trou dans le cœur. Oui. Une communication interauriculaire. Pour faire simple, il est né avec un trou massif entre les 2 cavités supérieures de son cœur. Et d'un point de vue médical, c'est un point de bascule incroyable. Ce trou fait que le sang oxygéné par ses poumons repart du mauvais côté du cœur. Au lieu d'aller dans les muscles. Voilà. Ça crée un déficit énorme en oxygène pendant l'effort. Donc si on résume bien, ce gars a survécu aux semaines d'enfer des SEALs, à l'école des rangers dans la neige et à des courses de plus de 160 km dans la vallée de la mort, Avec un moteur cassé. avec un moteur qui manquait cruellement d'oxygène depuis le premier jour. Scientifiquement, c'est une preuve magistrale. Ça montre, radiographie à l'appui, que les limites fixées par notre système nerveux sont extrêmement prudentes. Elle s'active bien trop tôt. Exactement. Le cerveau te fait ressentir la fatigue très tôt pour protéger tes organes. Le fait que son esprit ait pu pirater les signaux d'alarme d'un cœur carrément défectueux, ça prouve que la vraie limite est dans le cerveau, dans le cortex préfrontal, pas juste dans les gènes ou les muscles. C'est une leçon hallucinante. Mais bon, en analysant ces sources, on est obligé de se poser une question beaucoup plus sombre. Ouais, le prix à payer. Exactement. Court-circuiter systématiquement les alarmes de son corps, c'est super dangereux. Les rapports médicaux dans les dossiers sont effrayants, hein. On parle d'un type qui court sur des tibias fracturés. Des fractures de fatigue sur lesquelles il continue de courir, oui. Et surtout, on parle de rhabdomyolyse lors de sa première course de 24 heures. Ça, c'est vraiment l'exemple le plus noir de sa méthode. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme barbare, c'est quoi exactement la mécanique d'une rhabdomyolyse? C'est quand tu soumets un muscle à un effort tellement violent et continu, sans aucune préparation, que la cellule musculaire elle-même s'effondre. Elle meurt en gros. Elle meurt, elle éclate, et elle relâche une protéine, la myoglobine, dans le sang. Cette protéine arrive aux reins, qui sont censés filtrer le sang. Mais ils sont pas prévus pour ça. Pas du tout. Imagine essayer de filtrer de la boue super épaisse avec un filtre à café en papier. Ah oui, l'horreur. Les canaux rénaux se bouchent, ça crée une toxicité foudroyante, une insuffisance rénale aiguë, et ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Le système de filtration est totalement asphyxié. Et face à cette réalité clinique, ça pose la vraie question. À quel moment cette domination de l'esprit sur le corps devient juste de l'autodestruction volontaire? Les sources médicales montrent qu'il a franchi cette ligne rouge plein de fois. Ce triomphe mental a eu un coût physique désastreux. Il le paie cher. Très cher. Le fait de se retrouver cloué au lit, perclus de douleurs chroniques insupportables, incapable de bouger, c'est la preuve que la force brute finit toujours par se heurter à un mur physique. Le corps présente toujours la facture. C'est clair. Après, pour nous qui analysons ça, l'idée n'est absolument pas de dire qu'il faut se détruire la santé. C'est pas un tutoriel d'autodestruction. Non, bien sûr que non. Ce que son parcours montre, en fait, avec une clarté brutale, c'est l'immensité du territoire qu'on n'exploite jamais. Le fameux espace entre la première envie d'abandonner et la vraie limite physique. Exactement, entre le premier moment où notre cerveau dit « j'ai mal, on s'arrête » et le moment où l'organisme lâche vraiment, il y a un monde. Et c'est toute la philosophie de cette exploration. Combattre l'atrophie de l'esprit. Dès qu'on arrête de chercher volontairement la difficulté, le régulateur mental reprend le volant. L'ego gonfle et on régresse sans même s'en rendre compte. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, hein. Un cadre d'entreprise, un étudiant ou un soldat des forces spéciales. La mécanique est la même. Absolument la même. On arrive à la fin de notre analyse d'aujourd'hui, mais toutes ces informations amènent une réflexion qui, je trouve, renverse un peu la perspective.
Comment ça? Face à ce besoin presque pathologique de s'infliger de la douleur pour fuir le confort, face à cette incapacité de se détendre sans se sentir faible, Ouais. on peut se poser une question finale. Est-ce que la forme la plus évoluée, la plus exigeante de la résilience mentale, est-ce que ça serait pas d'avoir la discipline d'accepter sa propre vulnérabilité, C'est une excellente question. de trouver le courage d'autoriser son corps et son esprit à guérir sans avoir l'impression de trahir ce qu'on est? C'est fou, mais baisser la garde et accepter le silence, c'est souvent une épreuve bien plus terrifiante que de courir jusqu'à s'effondrer. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.